Deux étapes dans cet algorithme. Visiter le premier élément d'un nouvel ensemble et visiter un élément de plus de tous les ensembles des applications. Ça serait jamais ça. Mais c'est malin. C'est malin. Ok, donc on passe au grand 2. Le grand 2 va être beaucoup plus long que le grand 3. Le grand 3, ça sera. Donc on va diviser entre le premier théorème de complétude et le second théorème. Et le second théorème, ça va être dit. Mais le premier, ça va être beaucoup plus long. Premier théorème. Je rappelle, le 1 c'était le codage, le 3 ce sera le second théorème. Donc je resitue historiquement pour la 51e fois. 1930, le calcul des prédicats, on vient de prouver, Gödel lui-même, que le système typiquement en cours, comme on disait à cette époque-là, le système de Hilbert est transfénois non séquent, et adéquat. Toutes les formules universellement valides sont aussi des théorèmes dans ce jeu de déduction. Théorème de faire probable, à l'aide du système formel. L'idée, c'est donc d'essayer de faire la même chose en rajoutant des petits morceaux de mathématiques, parce que c'est sympa d'enfoncer des portes ouvertes pour tout xp de x implique qu'il existe xp de x, mais vous voyez, c'est des généralités sans aucune structure qui parlent de la bonne conservation finalement du raisonnement. C'est un pur système de raisonnement, vous comprenez, Voilà. Ça assure qu'effectivement le et, le ou, l'implique, la négation, tout ça, ça se passe bien, qu'on raisonne bien. Mais on raisonne bien, aussi bien dans ce que je dis en ce moment que dans ce rudiment, vous comprenez, un noyau central qui ne prend même pas en compte ce qu'on faisait à l'école, c'est-à-dire les entiers naturels, le plus multiplier la base des mathématiques. Ça va? Donc essayons d'injecter un petit peu de mathématiques. C'est l'arithmétique. On a depuis 1899, Peano, un jeu d'actions qui rendent compte de ce que c'est que. Alors typiquement, on aura les symboles plus, multiplié, on aura successeur, on aura 0, on aura l'égalité, on aura aussi par exemple le supérieur si on veut. On peut aussi. Voilà le type de signature que l'on voyait, constant, symbole de fonction d'arité 1 de successeur, ça d'arité 2, d'arité 2, d'arité 2, ça va, Là on est dans les fonctions, là on est dans les prédicats, ça va, Voilà. Et alors, pour ces choses-là, il y a des axiomes, typiquement, je prends celui-là par exemple, on va voir x plus 0, c'est quoi? C'est x. X plus le successeur de y, c'est quoi? C'est le successeur de x plus y. Ça va? Vous quantifiez ça gentiment pour que ça fasse une formule close et vous obtenez effectivement deux des axiomes de ce. Voilà. Il y aura des axiomes qui rendent compte de la logique, exactement comme on avait, vous vous rappelez, nous avec A pèse A, et puis un essai d'axiomes qui rend compte. Là, on est en train de se plonger là-dedans. Dans quoi? Dans l'arithmétique. Il y a aussi un truc à part qui est un schéma d'axiome, qui est l'induction. Quand vous avez phi de 0 et toute n x, je pense dans les x, phi de x implique phi de successeur de x, alors qu'est-ce que vous avez envie de faire? Devinez, de dire que cette propriété, la base, vous avez compris, phi, la
propriété est vraie en 0. Et chaque fois que la propriété est vraie, elle est vraie du successeur. Vous avez envie de dire que du coup, la propriété est toujours vraie, ça va? Pour toute x de x. Ça va? Ça, c'est un schéma. Pourquoi c'est un schéma? Parce que vous voyez ici les symboles. Pour tout, multiplier plus égal, c'est que des. Ça va? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, c'est quoi, phi? Ah ouais? Vous avez compris? Vous pouvez instancier, remplacer phi par n'importe quelle. Vous avez compris, hein, formule, ça serait une formule où on aura pour la valeur 0, ça c'est la formule pour la valeur x, ça c'est la formule pour la valeur successeur de x. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Oui. Donc ce truc a un statut un peu à part, parce que c'est pas un axiome, c'est un peu comme A thèse A. A thèse A, c'est un schéma d'axiome, hein, puisqu'on peut remplacer A par toutes les. Là c'est pareil. Ça va? Donc ça c'est un truc un peu à part, et justement, ça vous donne ici. Je vais le mettre là, c'est pas facile. Ici, ce qu'on va noter pi. Et là, ce qu'on va noter pi 0. Pi 0, c'est pi privé de ce truc-là, de ce schéma infinitaire, hein, transcendant. Vous comprenez hein, pourquoi? Parce qu'il s'instancie une infinité de fois. Voilà. Et nous, Gödel, hein, il va le mettre de côté. Voilà. Il n'a rien contre, on est tous d'accord que ça va bien, et on pourrait effectivement montrer même son sens hein, par rapport à la sémantique habituelle, mais il n'en veut pas, vous comprenez, dans notre jeu de déduction, parce que c'est quelque chose, finalement, d'infinitaire, hein, et on dit, on le met tout de suite. Et on parlera tout le temps, donc, ça c'est une axiomatisation de l'arithmétique, c'est-à-dire un certain nombre d'axiomes, de formules, qui rendent compte de ce que c'est que les relations bien connues, d'accord, sur tout ça, de l'arithmétique. Et puis, pi 0, c'est. Ça, c'est l'arithmétique. Et pi 0, c'est l'arithmétique, on dit, élémentaire. Et c'est tout simplement pi privé de ce schéma d'axiome infinitaire. Ça va? Pour dire, il a voulu se restreindre, vous voyez, au minimum du minimum. Qu'est-ce que c'est que le plus? C'est défini entièrement là. Qu'est-ce que c'est que le multiplié? C'est les deux lignes suivantes. Qu'est-ce que c'est que. Vous avez compris? Alors, j'attire votre attention sur quelque chose que je développerai plus dans mon dernier cours, où je parlerai un petit peu de calculabilité. Peut-être si j'ai le temps de hiérarchie arithmétique, de classe de complexité, de choses calculables, d'ensemble plutôt. Pour les classes de complexité, on ne prend pas le temps. Mais regardez la tête que ça prend, ça. Vous avez le cas de base et le cas récursif, ça va? Et comment c'est défini? À partir de choses simples, d'identité. À partir de quoi? De l'opération. Il faut raisonner en termes informatiques. Hein. Le plus, il est défini à partir d'un cas de base, ça va? Qui est très simple, qui est effectivement l'identité ici, ça va? Une fonction très simple. Et le plus, ici, est défini en fonction de quoi? De la valeur d'avant, comme je l'appellerais, vous voyez, x et s de y, c'est défini en fonction de x et de y, donc le x ne bouge pas, et le y, le s de y devient y, hein. Donc y plus 1 devient y, et puis une fonction élémentaire. Ça va? Regardez bien ce schéma, bon c'est simple, hein. Alors, si vous voulez mettre les choses en sens inverse, c'est aussi une boucle for, parce que ici on a la première valeur, et ici on a itéré, vous avez compris, n plus une fois, ça va? On les a toutes calculées, alors là on descend jusqu'à la valeur 0, et si on était parti de la valeur en 0, on avancerait vers 1, vous avez compris, hein, on s'en sert avec un quart. Donc ça se représente pour nous, hein, si on veut, avec des boucles for. C'est une remarque en passant. On a typiquement ici ce qui s'appellera, plus tard, une définition de primitive récursive d'une fonction. Le plus ici est défini de manière primitive récursive, c'est-à-dire une récursion bien fondée qui utilise que des objets très simples, déjà définis, hein, l'identité, le successeur. La récursion est primitive parce qu'elle utilise, vous voyez, juste l'étape d'avant. Elle n'est pas, tu fais ce que tu veux de manière récursive, hein, dans toute liberté, vous avez compris. Hein. F, il ne faut pas appeler F n'importe comment, non.
f de 17 ne peut appeler que f de 16. Ça va? Vous avez compris, hein? Enfin, f n'est pas n'importe quoi, y compris f de 17 et ça monte. Non, ça ne sera pas. Je vous dis ça en passant, ça ne fait pas partie de ce qui est écrit ici, mais c'est le cœur de cette notion de définition de fonction primitive récursive, qui effectivement aura son rôle, alors pas trop chez Gödel, pas beaucoup, mais ailleurs oui. Et ça veut dire quoi au passage? Ça veut dire que on a des moyens de calculer ces choses-là, ça va? On a les moyens de les calculer, il suffit, comme je dis, de calculer la valeur en 0, en 1, en 2, en 3, ou de tout redescendre. Ça va? Ces objets-là, ces fonctions-là, ce plus, il est calculable. Je ne définis pas la notion, puisque c'est l'objet. Non, on est parti. Pi 0. J'ai besoin d'un certain nombre de définitions. L'idée est la suivante. Je vais m'amuser. Avant, c'était amusé à faire ça. Ça, c'est le premier théorème, c'est le théorème de 1930. Ce qui est vrai, c'est à gauche, c'est démontrable. Ça va? Si et seulement si. On va tous au fond de la tête, ce truc-là? Le vrai, si et seulement si, c'est démontrable. C'est le calcul des séquents, etc. Pour nous, par exemple, à l'époque, ça aurait pas été le calcul des séquents, mais ça revient même. Ici, l'idée, et là je demande toute votre attention tout de suite, parce que sinon vous allez partir dans le décor, l'idée, c'est de rajouter, vous avez compris, toute cette sympathique, ces axiomes qui disent ce que c'est que le plus, le rapport entre 0, vous voyez, le successeur, etc. Tous ces machins, on les injecte. On construit donc, voilà. Phi, ça veut dire quoi ça? On s'intéresse à toutes les formules phi qui sont vraies, quoi? Voilà, dans R. C'est-à-dire qu'on a rajouté tout. Voilà, dans R. Voilà, on va chercher donc un équivalent, une théorie T qui rend compte exactement des formules qui sont vraies des entiers. Ça, c'est les formules qui sont vraies des entiers. Ça va? C'est-à-dire, typiquement, hein, 2 plus 2 égale 4. C'est vrai. Pour tout x, il existe un y, tel que y est plus grand que x. Ça va? Des choses comme ça, ce sont des vérités. Hein, ici, hein, il est vrai que 2 plus 2 égale 4. Ça va? Dans M. Comprenez? Ça va? Dans M, bien sûr. Pourquoi dans M? Parce que c'est quoi le plus? C'est quoi le 2? Excusez-moi, le 2 c'est successeur de 0. Hein. On va l'écrire de manière pure, mais c'est mieux que ça. Successeur de 0. Successeur de 0, donc S de S de 0, c'est ça que la brèche. Ici c'est successeur de successeur de successeur de successeur de 0. Ça va? Voilà, là on est bon, on a tous les bons symboles, etc. Dire que ça est vrai, on va essayer de trouver quoi? Vous finir. Ça. Un système, ben ça c'est le bon candidat quand même, non? On prend notre truc habituel, on rajoute ça, on balance la sauce, on dit Gödel, allez au boulot, tu nous montres quoi? Vous avez compris, hein? Ben, il faut montrer le si et seulement si. C'est le boulot de Gödel en 1931. Essayez de prouver ça. Ça va? Vous avez compris le truc, hein? On est parti on enfonce les portes ouvertes avec, pour tout xp de x implique qu'il existe xp de x, hein, les vérités du calcul des prédicats. On montre qu'effectivement, il y a un système qui permet de les énumérer toutes finalement, hein, c'est ce calcul des séquences, on est génère, hein, ok, dit de manière informatique, mais donc l'adéquation, le vrai est prouvable et le probable est vrai en toute généralité, et maintenant on essaye quoi? Demain, la géométrie algébrique, mais commençons au moins par l'arithmétique, vous avez compris? L'arithmétique, hop, on va chercher ce qu'avait fait Peano en 1899, hein, on les injecte en plus, comme les axiomes qu'on peut utiliser dans notre preuve, vous avez compris, hein. Et on se dit, T, ça va être quoi? Notre système d'axiomes habituel, plus essentiellement ce pi 0. Voilà. Et on va se dire, bah vas-y Gödel, au boulot, tu nous montres ça. Ça va? Voilà, c'est le boulot de Gödel en 1931. Alors comprenons bien maintenant un truc, c'est que les formules, il y a quelque chose qui est au niveau là, de tout ce qu'on a raconté en logique, qui change, il faut bien l'avoir au
fond du crâne. C'est très très simple, mais il faut que le déclic se fasse. On n'a plus la moindre liberté d'interprétation. Ça va? Il n'y a plus de liberté d'interprétation. Avant, rappelez petit a, petit b, petit f, hein, qu'est-ce que tu choisis? Ah, moi j'ai envie de faire un exemple avec les matrices. Vous vous rappelez de tout ce point? Que dalle, c'est fini, c'est plus au programme, vous avez compris? Dans le monde qui est le nôtre ici, 0, successeur, etc., tous les symboles qui apparaissent de fonctions ou de relations sont, comme on dit, sémantisés. On sait ce qu'ils valent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier que si vous prenez une formule close, parce que si vous avez un x égale y plus 0, vous ne pouvez pas dire, hein, si c'est d'accord. Mais si vous avez une formule close, il n'y a plus que ici ça va être vrai, ici ça va être faux. Vous saisissez, ça dépend des fois. Le jeu, ça c'est toujours, ça c'est jamais, ah ça c'est au milieu, ça dépend, monsieur, vous avez compris. C'est réglé. Il y a n qui coupe en deux toutes les formules possibles et imaginaires, en tout cas les clauses. Et ici, il y aura le faux, et ici, il y aura le vrai. Ici, il y aura la formule phi, et ici, il y aura la formule non phi. Vous comprenez? Il n'y a plus de degré d'interprétation qui fait que phi, elle est des fois un peu, beaucoup passionnément. Vous avez compris? En un mot, celle-là, elle est vraie. Et puis, si je mets ici un 6, ben, elle est fausse. Ça va? Ça, c'est pris au modèle. Elle est plus vraie dans le modèle habituel. On est bon, hein? Ça va? Voilà. Donc, celle-ci est vraie, elle est vraie, mais sa négation, juste en face, elle est fausse. Ça va? Et donc, le but, finalement, pour sa signe, c'est quoi? Chercher un noyau, un ensemble de formules, des axiomes, de la théorie. Une théorie, c'est un ensemble de formules. Ça va? Ni moins fini. Là, le noyau, vous avez compris? Les théorèmes qui sont générés par quoi? Par les règles, par les applications de méthode pour vous le calcul des séquences. Hein. C'est le calcul systémique, c'est bien. On génère, et devinez qu'est-ce qu'il faut faire. Le but du jeu, c'est de prouver que, en générant, à quoi on arrive à. Que ce que je vais appeler les théorèmes de T, qui sont l'ensemble des formules qu'on peut générer comme ça, en faire des preuves. Hein. Devinez avec quoi ça doit coïncider. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but du jeu, de coïncider avec le vrai. Ça va? Vous ne comprenez pas. Vous êtes déjà paumé? Je reprends. Ça, c'est les formules qui sont supposées toujours vraies. C'est-à-dire, typiquement, vous avez compris, hein, x pour tout x plus 0 est égal à x. Ok. Puis tous les axiomes, les choses dont on a besoin pour le calcul des prédicats. Nous, on avait besoin juste de A à thèse 1, mais dans le système de Hilbert, on en avait plein. J'ai écrit plus ou moins rapidement. Hein. Ok, tout ça c'est vrai. C'est le noyau. C'est le noyau de la vérité. Ça va? C'est ça la logique depuis Aristote. Il y a un noyau, des choses qui sont vraies, et par le raisonnement, on déduit une nouvelle chose vraie. Ouais. Il est où le raisonnement? Il y a l'application des règles comme on calcule des séquences. On découvre une nouvelle chose. On est bon? On découvre. J'appelle ça les théorèmes de T. C'est l'ensemble, effectivement, des choses qui sont probables hein, à partir des actions, à partir de temps. Le but du jeu, vous comprenez bien maintenant, c'est que les théorèmes de T, ça coïncide exactement avec ça, avec le vrai. Ça va? Ici, vous avez écrit 2 plus 2 égale 4. Ici, vous avez écrit non 2 plus 2 égale 4. Ici, vous avez écrit 2 plus 2 égale 5. Ça va? Et ici, vous avez par contre non 2 plus 2 égale 5. Vous avez compris le jeu? Ouais? Oui, non, peut-être? Oui. Ok. Voilà le schéma, donc, que se proposait finalement, vous pouvez, Gödel, arriver à montrer que cet ensemble de théorèmes, c'était exactement, ça coïncidait avec le vrai. Le probable, ça c'est le probable, finalement. Le probable coïncide avec le vrai. Le vrai, c'est ce qu'il y a sous le. Vous avez compris hein, comment N vient discriminer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça que c'est uniquement pour ça. Vous avez compris, hein, il n'y a pas des choses un peu, beaucoup, plus ou moins satisfaisantes. Là, il n'y a pas de choix. Chaque fois, tout est fixé, c'est vrai, c'est faux. 2 plus 2, c'est égal à 4. 2 plus 2, c'est pas égal à 5. On est bon? Voilà donc le résultat de Gödel, c'est ça. Les théorèmes
qu'on peut prouver qu'une anomalie la manque. Il y a ici une formule, on fait plus autant qu'on veut, une formule qui est vraie, vous avez compris, hein, et qui ne sera jamais atteinte par notre mécanisme de preuve. On pourra générer. Même si on avait l'infini devant nous, on n'arriverait pas à l'atteindre. Donc il existe effectivement une formule qui est vraie sans être prouvable. On comprend le résultat? C'est con. C'est con parce que du coup ça veut dire les enfants. Tout ça, là, le jeu de la mécanique et tout, Serge Hegel. Non! Récupéré par nous, par les gens comme von Neumann, comme Turing, par les informaticiens, c'est des logiciels, vous avez des informaticiens qui disent on va calculer des choses. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez compris que tout ce jeu, c'est ça qui est délirant, hein, qui a échoué au programme. Ça va marcher, et on va appuyer sur un bouton pour que les théorèmes de la planète échouent. Mais dans cette mise au propre, qu'est-ce que c'est que la mécanicité, qu'est-ce que c'est que l'enchaînement des étapes, hein, qu'est-ce que c'est que le calcul aveugle, on a l'idée même de l'ordinateur. Voilà. À travers les systèmes formels, la machine de Turing, et donc la réalisation pratique immédiate, tout ça. À la même époque, les étapes s'enchaînent très vite. À la fin des années 30, le premier ordinateur apparaît. C'est l'issue, la conséquence paradoxale et positive d'un résultat. Donc on est parti pour donner quelques petites définitions et arriver à établir ce résultat, à savoir, il y a une formule qui est de l'arithmétique, qui est vraie par moi. J'ai besoin de 3-4 définitions, et après je fais la petite construction de modèle. Ok, donc quelques définitions. Une théorie logique est un ensemble de formules. Une théorie logique est un ensemble de formules. Fini ou infini, je ne précise pas. L'ensemble des théorèmes que l'on peut prouver dans un système formel donné, hein, comprenez, hein, vous voyez, on n'est pas en train de faire des maths en général, on est en train de... Là, j'utilise le mot théorème uniquement pour les choses qui sont mécaniquement construites dans un système formel donné. On notera TH de T, l'ensemble des théorèmes prouvables dans un système formel donné, hein, à partir de T. J'aurais besoin de cette notation. Autre chose. L'extension d'une théorie logique. Une extension d'une théorie logique, comme un ensemble de formules. T est c'est un ensemble de formules, hein, ensemble de formules T', tel que, c'est complètement évident. Il y en a plus. Honnêtement, la définition, elle allait de soi, mais voilà. On étend, c'est qu'on en met plus. Ça va? Voilà. T' est une extension de T, ça veut dire tout simplement que dans T', il y a T. Et puis il y a des choses en plus. Ça va? Voilà. Tout ça est plein de bon sens. Il doit m'en rester deux. La notion de consistance
Une théorie logique est consistante si elle ne contient pas, si on ne peut pas prouver, si dans ces théorèmes, il n'y a pas, devinez quoi, une formule, et la négation, évidemment, de cette même formule. Ça va? Une théorie logique est consistante si quoi? Si elle n'est pas redondante. Il n'existe pas de formule phi telle que phi finalement est prouvable à partir de t et sa négation aussi. Je l'ai écrit comme ça, j'aurais pu écrire phi appartient au théorème de t et non, phi appartient au théorème de t, vous avez compris, c'est pareil, puisque théorème de t c'est la probabilité, c'est tout ce que je peux déduire à partir de. C'est l'ensemble de phi tel que les théorèmes, ce sont les choses d'une théorie qu'on peut trouver à partir de ça. Une dernière, alors, qui va nous faire un peu mal parce que ce n'est pas exactement le vocabulaire que j'avais employé jusque-là, mais je préfère utiliser le vocabulaire consacré. Nous, on avait dit tout le temps adéquat. Vous vous rappelez, pour correct et complet, la tradition la plus ancienne n'utilisait pas le mot adéquat, il disait complet. Complet, pour eux, c'est qu'il y avait les deux à la fois. C'était correct et complet. C'était le si et seulement si. C'est comme ça. On vient de là, donc là, on va le respecter. Pour les mânes de nos ancêtres logiciens. Et c'est essentiellement les adéquations, le si et seulement si. Théorie logique. Alors, on parle de une théorie logique, alors pas n'importe laquelle, mais qui parle de N, puisque je vais parler de N, axiomatisant N, c'est-à-dire voulant rendre compte de N, et complète, il faut lire adéquat chez nous, voilà, c'est notre adéquat. Si quoi? Si une formule phi qui est vraie, des entiers, de plus 2 égale 4, non de plus 2 égale 5, etc. Pour tout x existant, y compris le théorème de Fermat, puisqu'on l'a démontré entre temps. Si et seulement si, quoi, votre théorie permet. Vous voyez, le si et seulement si, c'est probable. Vous prétendez rendre compte des entiers, c'est probable, si et seulement si, c'est vrai. C'était ça le but du jeu. On aurait dit adéquation, on disait compte. On a préféré historiquement ensuite distinguer entre la correction et la complétude. Correction dans un sens, complétude dans l'autre. Pour eux, complet, c'est que c'est correct, mais aussi c'est complet. Vous voyez l'idée, la correction était tellement facile que c'est le contraire qui leur a importé. Et du coup, ce contraire désignait les deux à la fois. Ouais. Est-ce que vous avez par exemple un exemple du coup sur Peano de truc, un probable, qu'on ne peut pas prouver que c'est vrai ou que c'est faux? Ben, on va en construire une. Ah, okay. C'est le but du jeu. Donc le but du jeu, de tout le résultat de modèle, c'est d'exhiber, de construire la chaîne. Ça va? Ce qui est amusant, c'est que dans tout le monde à nous, de petits informaticiens, il y en a beaucoup plus des trucs qu'on ne peut pas prouver, qu'on sait qu'on ne peut pas prouver, qu'on rencontre tous les jours. Les mathématiciens, ils n'ont pas tant que ça, des problèmes comme ça finalement. Ils se limitent très vite à des trucs précis et ils s'attaquent, quand ils veulent des algorithmes, à des choses précises. Leur temps, ils s'en foutent. Vous comprenez, ils décrivent des choses, ils ne savent pas comment. Ils n'ont pas le besoin de la preuve, de la description, de l'efficacité, de l'effectivité. Nous, on n'a que de l'effectivité, on n'a que des programmes. Donc on n'a que des problèmes de ce type G, vous comprenez? Vous prenez le premier machin venu, le programme, la donnée, on ne peut pas savoir si ça va terminer ou pas. C'est l'équivalent de ce truc-là. Pour nous, tous les 4 matins, on voit que ça, vous comprenez? On est à ce niveau des pâquerettes d'essayer de calculer des choses. Je me dis, non, il décrit des machins, ça plane, vous comprenez?
Donc il n'en rencontre pas tant que ça des problèmes de ce ordre. Vas-y. J'ai une petite question pour la dernière définition. Une théorie logique Matisant N. axiomatisant N. Ça veut dire qu'elle prétend rendre compte de N. D'accord. C'était mon tout début, informel, j'avais introduit Peano et dit, vous voyez, les enfants vont pouvoir rendre compte de tout ça, par exemple, en prenant ça. On peut imaginer autre chose, hein, mais voilà. Là, c'est le cadre. Le cadre, ici, c'est, on va essayer de rendre compte de l'arithmétique. Donc le mec qui dit, moi, je viens parler du groupe de Lie, on dit non, c'est la groupe de Lie, c'est de l'autre côté, c'est l'infini. Ok, on est parti. Je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. Vous avez compris le vocabulaire, ouais? Consistant, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Et complet, c'est notre ancien adéquat. Et l'extension, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'y a que plus de choses. Je me demande si on n'a pas tout le vocabulaire pour énoncer le premier théorème. Je pense que oui. Si une extension t de pi 0 par tout compte, on prétend rendre compte de l'arithmétique. On se base sur pi 0, vous avez compris? On reprend les trucs depuis sympathique Pepe, Giuseppe Peano, on reprend ce qu'il a mis, vous avez compris, hein? Couché sur le papier en 1899, on enlève la dernière ligne parce que quand même il y a ce truc infini qui ne nous plaise pas trop, on l'enlève, vous avez compris, c'est pour ça qu'on parle de pi à pi 0, on est d'accord, c'est jamais, on enlève, ok, on tombe sur pi 0, et on dit au monde entier, c'est ce que dit Gödel, tu prends ça, tu rajoutes ce que tu veux, parce que peut-être qu'on est un peu con, qu'on oublie des choses, donc tu fais n'importe quelle extension mais qui contient au moins ça, c'est ça que ça veut dire. C'est valide pour pi 0 le résultat, mais c'est valide aussi pour, au cas où on aurait oublié quelque chose. Le résultat est valide, vous avez compris? Si jamais dans pi 0, depuis Peano, on a oublié un truc, des choses sur moins 1, moins 2 et moins 3, qui ne sont pas des entiers naturels, mais je rigole, vous imaginez, hein? Si jamais les oublie, vous pouvez les rajouter, n'hésitez pas. Ce sera une extension. Si une extension, donc, t de pi 0, réponse à pi 0, mais il se dit peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées, ils vont vouloir ajouter des trucs. Il manquait 3 lignes de code, ok, des capacités. Oui, il y a ce genre de trucs. Tu arrives avec ton extension de pi 0, parce que tu as eu des meilleures idées que Peano et tous les logiciens du début du siècle. Ok. Et si ton extension est consistante, ça veut dire quoi qu'elle est consistante? Ça veut dire que, par rapport au dessin précédent, on ne déborde pas vers le faux. Parce que, évidemment, on peut toujours écrire des conneries, et dès qu'on a quelque chose qui est phi et non phi, on peut déduire tout et n'importe quoi. À partir du moment où on a deux formules, on déduit tout et n'importe quoi. Donc, si tu es consistant, si tu ne dis pas un truc et c'est le contraire, si on peut un peu compter sur toi, un, tu ne fais pas de politique, parce que sinon c'est pas la peine, et deux, tu as ce résultat qui apparaît ici, c'est quoi? C'est alors, T, devinez, je l'ai dit, au sens de Gödel et au sens de l'époque, n'est pas complète. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas, vous voyez, hein, à attraper tout le volume. La complétude, ça aurait consisté à aller jusqu'au bout. Nous en étions. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il y a une, au moins, formule qui est vraie, que vous n'allez pas générer, qui ne fait pas partie des théorèmes. C'est con. Vous imaginez, c'est con par rapport au résultat d'avant, où ça coïncidait, le vrai et le probable. Ici, il va y avoir des choses vraies, non probables. Donc peut-être qu'il y a un pauvre mathématicien qui travaille sur un truc et il ne sait pas que c'est improbable. C'est con. Ça arrive tous les jours. Non. Mais il y a des problèmes qui résistent quand même. Et des problèmes qui sont tellement ouverts, qui resteront ouverts des siècles durant, que ça pourrait être utile. On est parti, donc la preuve. L'idée de la preuve, mais enfin quand même. Tout commence, devinez quoi, par du collage, bien sûr.
Pourquoi du collage? Parce qu'il faut que je vous donne l'intuition. L'intuition, Gödel la prend de l'Antiquité grecque et du paradoxe du menteur. Je suis en train de mentir, la phrase elle est vraie mais elle est fausse mais elle est vraie. C'est sans issue. S'il est en train de mentir, il dit la vérité. S'il dit la vérité, il ment, bien sûr. Puisqu'il dit je suis en train de mentir. C'est sans espoir. C'est sur un plan, le plan de la vérité, que tout se passe, et c'est indécidable, on n'arrive pas à assigner une valeur de vérité, c'est vrai que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Là, on a deux plans. Ce qui fait qu'on ne va pas arriver à une sorte d'absurdité dans notre monde à nous, on va arriver à une vraie preuve, parce qu'on va dissocier le vrai et le probable. Et dans ce vrai et ce probable, ça va avoir du sens. C'est pas qu'on va arriver à une sorte de monstre, comme dans l'Antiquité, un paradoxe, on n'arrive pas. Comme c'était le cas pour Cantor à la fin du XIXe siècle avec ses ensembles, tous les ensembles et ces choses-là, des paradoxes aussi. Vous voyez, des choses auxquelles on ne peut pas donner de sens. C'est l'idée qui reprend de l'Antiquité grecque, mais le résultat, lui, c'est pas un paradoxe, c'est un résultat effectif, vous comprenez, c'est une preuve. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver des choses qui seront quoi? Bien sûr, il va y avoir des choses qui sont vraies mais non probables. Et là, il n'y aura absolument aucun paradoxe. Vous comprenez? C'est ça qui nous intéresse. Donc on va construire une formule G qui dit, alors excusez qui dit, mais qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter comme signifiant, je ne suis pas probable. On va voir comment la construire. Mais remarquez tout de suite, puisque j'en suis effectivement à cette reprise de l'Antiquité, du paradoxe, du menteur, je suis en train de mentir, c'est sa solution. Remarquez, comme si on peut la construire, cette formule, il n'y aura pas de paradoxe, pas de problème. Il se peut très bien que ce soit vrai, et si c'est vrai, mais elle dit la vérité, cette formule, vous comprenez? Si elle n'est pas prouvable, elle dit la vérité. Vous voyez, il n'y a pas de paradoxe. Il y a, si entre deux plans, le plan de la vérité et le plan de la preuve, ça c'est sûr, ça ne coïncide plus, mais il n'y a pas de paradoxe. Ça va? Cette formule-là peut très bien être vraie, et à ce moment-là, elle affirme quelque chose, elle n'est pas prouvable, elle n'est pas probable, elle ne l'est pas, et elle dit effectivement quelque chose de vrai, il n'y a pas de problème. Vous saisissez? On aurait pu prendre, c'est ce que dit Gödel lui-même, d'autres paradoxes de l'Antiquité. Ça, je ne l'ai pas lu chez Gödel, mais Grigori Tchaitin, qui a repris une théorie de la complexité de Kolmogorov, et qui un jour, devait être dans les années, je ne sais pas moi, regardez la date de la mort de Gödel sur Internet, vous allez faire des conneries. Regardez quand est-ce qu'il est mort, Gödel. Un peu trop jeune. Non, pas trop, non, ça c'était Herbran qui est mort à 22 ans. Gödel, il a fait vieux os. Gödel. 2021. Quoi? Gödel. 1978. C'est ça, on voit dans les années 70. Tchaitin est encore jeune. J'imagine que Gödel a fini sa vie, je ne m'en souviens pas, mais probablement à Princeton, probablement à côté de New York. À côté de New York. Tchaitin, il est lui des États-Unis, à ce moment-là, il lui téléphone, votre répond, prennent rendez-vous, parce qu'il a découvert des choses, il discute un peu, il dit oui, moi, Gödel, quand j'ai fait ce paradoxe, on aurait pu prendre notre paradoxe, etc., ça aurait marché aussi. Tchaitin lui raconte comment lui, il a pris d'autres paradoxes pour arriver à des résultats intéressants, de sa théorie de la complexité, comme ça, avec Kolmogorov, toute nouvelle, très jolie, et ils prennent rendez-vous pour en discuter un peu plus de ce que partait. Ah ouais, mais c'est les États-Unis, c'est New York, c'est l'hiver, il y a de la neige. Le jour où il est de passage là, ils ne peuvent pas rater le rendez-vous. Bien sûr que de l'humeur dans la nuit, il n'aura jamais. C'est la petite histoire, c'est tragique. Mais ouais. Alors, je peux vous dire, quand je vous ai raconté tout ça, Tchaitin, c'était bien longtemps après, mais ça n'était toujours pas remis. C'est dommage. Donc, on va construire une formule G qui prend ce paradoxe de l'Antiquité, mais on aurait pu en prendre un autre, vous avez compris, le paradoxe du long terme, et qui dit « je ne suis pas probable ». L'astuce, je vous l'ai déjà
indiqué pour justifier le codage, c'est quoi? C'est que il ne va pas y avoir de formule qui dit je, c'est pas possible. Mais il va y avoir une formule qui aura un numéro, vous avez compris, hein, du codage, et qui affirmera la formule de codage 392 n'est pas probable. Et vous devinez bien sûr cette formule, qui est une formule. On va lui assigner bien entendu un codage. Et vous devinez quel va être son numéro. Ça va être 392. Vous comprenez? Elle ne dira pas je, c'est une sorte de, à travers un pointeur qu'elle dit ça, à travers un index, là. Mais elle dit bien, la formule de codage 392 n'est pas probable. Et quand vous voyez qu'après elle a comme numéro 392, c'est exactement de ça qu'on a construit. Ça va? Donc, on va passer par un codage et la formule affirmera la formule de codage XXX, ça n'est pas probable. Et cette formule aura un codage, ça nous a dit G dièse, bien sûr, G dièse, hein, bien sûr, hein, c'est notre dièse habituelle, hein, c'est une injection qui sera exactement à XXX, vous comprenez? Donc là, ça sera difficile de ne pas voir qu'effectivement, on a construit cette formule. Ouais. On l'a construite. Elle ne dit pas je, mais ça revient au même, ça revient strictement au même. Alors, l'attaque. On commence par le codage? Oui. Donc on commence, bien sûr, on code. On commence par coder les formules, puis les preuves. Les formules. Les preuves. Je n'ai pas besoin d'insister, vous avez bien compris que on sait le faire, voilà, on est spécialiste. Hein. Normalement, c'est toujours le truc qui fait peur à ceux qui commencent, parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Nous, on sait faire que ça. Formule, pas de problème. L'épreuve, pas de problème. Lui, vous voyez plutôt les formules, vous voyez, comme des mots, comme ça, je vous ai expliqué. Hein. Plutôt que les systèmes de codage, ils prenaient les affaires de puissance, mais ça revient au même. Un entier, c'est une formule. Une formule, c'est un entier. Ça, c'est le premier codage, ça va? Ça, c'est un deuxième. Si j'ai envie, les preuves, je peux les mettre en vis-à-vis, vous avez compris, hein, des entiers aussi. Toute preuve, c'est un entier, tout entier, c'est une preuve. Il y en a un nombre, des nombres, et on peut calculer tout ça et passer de l'un à l'autre. Tout ça, c'est effectivement calculable. On est bon? Oui? Ça va. Il est évidemment hors de question de le faire, hein, puisque à la fois ça prendrait du temps, et on en est particulièrement convaincu, puisqu'on vient de faire que ça pendant 1h30. Bien sûr, on va y arriver. L'important, vous avez compris, c'est que ça existe. Ensuite, on va définir des prédicats. Et là, je pense que j'ai besoin de démons et de théories. Par contre, les formules. Voilà, donc on a construit une objection. À une formule comme ça, on l'associe une objective. Ça, il y a une preuve. Alors, puis oui, excusez-moi, mes preuves. Hein. Preuve, hein, je ne sais pas comment noter. Preuve.
pensez à pi, mais pi ça fait trop l'arithmétique, vous avez compris, hein, de Peano. Pensez à petit p, mais petit p on dit un entier, donc c'est mauvais aussi, voilà. Une preuve, un arbre. Ah oui, preuve c'est un arbre, bien sûr. Donc t indice, voilà, c'est joli. T indice preuve, c'est l'arbre de la preuve, vous comprenez? C'est un vrai arbre. Donc un vrai arbre ici, et ici, cet arbre on l'associe à un entier. Ça va? C'est mentalement on comprend bien. Hein, ça va? Tout ça, c'est facile. Ah oui, alors des mots, ça va prendre cette forme-là. P et N. Et ouais. Petit peu de réflexion, les enfants. Je vous donne un nombre et un autre nombre. 14 et 18. Je choisis d'interpréter 14 comme codant une preuve. Ça va? Je choisis d'interpréter 18 comme codant une formule. Ça, c'est le codage. C'est un entier. Hein? On se met d'accord quand j'écris codage, ça veut dire entier codant. Hein? On est d'accord? Voilà. Je peux écrire une fois, après, hein? Entier codant. Entier codant. Une formule. Donne. Donne une question. Celle-là, plutôt qu'une autre. Ça va? Et ici, c'est quoi? C'est un entier. C'est l'autre disjection. Vous comprenez, hein? J'ai plein de disjections dans mes poches. Ah, attends, ça va? Ok. Donc ça, c'est un entier codant une preuve. Entier naturel, puisque c'est avec ça qu'on travaille. Voilà. Et ici, c'est pareil que ça. Ok? J'essaie d'utiliser N pour les entiers, P pour les entiers codants des formules et P pour. Allez, 14 et 18. N égale 18, P égale 14. Est-ce que, petit projet à réaliser dans le langage que vous voulez, hein, pas en assembleur pour les plus pervers, hein, mais vous êtes dans un langage de plus haut niveau si j'insiste. Est-ce qu'il n'est pas vrai que, étant donné une formule et une preuve, je peux, avec un algorithme en temps fini, avec un programme, ça veut dire ça, quoi, déterminer si oui ou non cette preuve est bien une preuve de cette formule. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Que c'est bien construit, et que la racine en bas, c'est ça. On est d'accord? Je vous donne une preuve, un arbre, hein, comme ça. Je vous donne de l'autre côté une formule. C'est un mécanisme de checking, hein, check, d'accord? Il vérifie, un vérificateur. Il vérifie, il construit le machin, il regarde la formule, il regarde tout simplement que la racine est la bonne et que l'arbre de preuve est un arbre de preuve, qu'il n'y a pas des saletés comme ça. S'il y a une saleté comme ça quelque part, il vignette, il corrige la copie et il met 0. D'accord? Ça va. S'il voit que des choses comme ça, c'est un peu c'est quand même. Il dirait c'est bon et on continue. Ça va? Donc ça nous donne un prédicant. Ça va? Un prédicant. Des mots de P et de N. Des mots de P et de N est vrai si et seulement si quoi? P est la preuve de N. P est un entier connaissant la preuve d'une formule dont N est le code. On va l'écrire. Des mots de P et de N est vrai si et seulement si. C'est nous qui définissons, d'accord? Voilà, c'est ça le jeu. Si et seulement si quoi? C'est une fonction, c'est un bout de code, c'est un algorithme. La preuve de codage P est bien. C'est un bien, mais tout se joue, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est faux? Hein? Eh bien, une preuve dans le système formel, dans le système formel T, hein, dans T, hein, d'accord, ça c'est dans T, c'est la probabilité dans T, le jeu qu'on s'est donné. Voilà. De la formule
de codage. Ça va? Voilà. Alors c'est quoi être un théorème, les enfants? Comment je définis ça? Théorème de n est vrai si et seulement c'est quoi? L'hémisphère nord et l'hémisphère sud, là, je pas d'émulation. Oh! Quel est le rapport avec celui-là? En entier. Je vais parler, faut savoir. Il existe un P. Voilà! Bravo, hémisphère nord, bravo, ouais! Il existe, on est d'accord? C'est une quantification. Il existe un P tel que des mots de P et de N. Pas mal. Pas mal. Il existe un P tel que des mots de P et de N. Il existe une preuve. D'accord? Cette formule a une preuve. Ça va? Rigolo, hein? Vous voyez l'expressivité du langage? Ces conneries, on arrive à exprimer la probabilité. Faites d'être un théorème. L'inénarrable est capitale fonction sub de substitution, et je peux vous faire ensuite la construction de Gödel en 2 temps, 3 mots. 2 temps, il faut 2 temps. Ça ne va pas directement, il faut 2 temps. Et on est presque. Il existe là. Vous avez compris? Ah, il existe, il est caché là. Voilà. Merci. Ça va? Vous voyez le jeu? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, à quelle heure tu termines? À moins le quart. D'accord. Peut-être avec un tout petit peu de retard. Ok. On est dans le théorème de Gödel. Vous allez? Ouais. Comment ça, le retard? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Douglas Hofstadter? Non? Non? Qui a écrit un livre Gödel et Scherbach. Elle l'a connu. Le monde est petit. Hein. C'est la seule personne du département qui pouvait le connaître, effectivement. Bon, c'est une autre génération, hein, bien sûr. C'est des gens, quelque part entre le grand public et la philosophie, la vulgarisation. On n'est pas dans le strict monde idéologique. Douglas Hofstadter, c'était un best-seller. Il y a déjà longtemps. On reprend, on en revient à nos affaires. Donc, dernier point, sub. C'est la troisième petite fonction. Sub de x, y, n, p. Ou plutôt p. Bon, c'est pas génial tout ça. Pas une preuve là, n et m, voilà. Ça va? On va remplacer une variable par une formule dans une formule. C'est bon? On est d'accord? Hein? Sauf que c'est des entiers, bien sûr. Rappelez-vous, notre sub à nous, remplacer une variable x par une formule dans une formule. Ça va? Ici, c'est pareil, mais x, pour ça, effectivement, j'ai intérêt à faire un petit peu des x. Ce sont des x, on voit x, n et m, c'est quoi? Vous avez compris, x, ce sera un entier qui code la variable, n c'est un entier qui code la formule, et m c'est un entier qui code la formule. Ça va? Ça donne quoi? C'est une fonction. C'est pas un prédicat, ça ne renvoie pas vrai faux. C'est une fonction. Ça vaut, donc renvoie le codage Q. Après n, m, on va passer à Q, excusez-moi, vous avez compris. Hein. Le codage Q de quoi? De la formule. En un mot, tout ce qu'on fait, c'est qu'on remplace dans cette
dans cette x par n dans n. Ça va? Le codage Q de la formule résultant, on peut même lui squeezer son nom, parce qu'on va en avoir besoin, résultant de la substitution dans la formule de codage M de la variable de codage X. Pour ça, X c'est moyen parce que X on dirait une vraie. Je suis désolé. On va appeler petit a. Je suis chiant. Vous avez compris? Parce que voilà, comme ça au moins A, vous voyez que c'est un entier. X, vous allez dire X c'est. Voilà. Vous comprenez, hein? Et toi, j'ai utilisé des Y qui sont des vraies variables. Ça, c'est le codage. Ça va? De la variable de codage A. Donc si on peut squeezer son nom, on s'en fout. Hein. Elle a un codage qui s'appelle c'est l'entier A et basta. Hein. Voilà. Variable de codage A par la formule, vous avez compris, de codage N. Est-ce qu'on est bon? Sub fait des substitutions. Il remplace une variable par une formule dans une formule. Hein. Il y avait voilà, je fais les remplacements, une feuille, comme d'habitude, ça va. Mais là, évidemment, comme on est dans les entiers, on passe à travers les entiers. Donc sub de 3, 17 et 14, ça va nous renvoyer un entier qui codera quoi? Ça aura pris cette formule-là, et ça aura remplacé toutes les occurrences, s'il y en a, hein, libres, toujours pareil, on est d'accord, hein, toutes les occurrences libres de la variable, qui a pour code 3, x, y, z, ce que vous voulez, hein, s'il y en a, par quoi? Par cette formule. Ça va? Ça donne une nouvelle formule. On est bon, hein? Et cette formule, bah, évidemment, elle a un code. Donc ça vous renvoie, vous avez compris, une formule, mais à travers son code. Ça, c'est un entier. C'est un entier. On est bon? Chaque fois qu'on met 3 entiers ici, on récupère un entier. C'est une moulinette, ça. Ça va? C'est une vraie fonction effective qui calcule. On est bon, on n'est pas bon? Ouais? Ça va? Parce qu'il faut juste dire maintenant, avant d'exhiber, de construire la formule de Gödel, c'est que toutes ces petites fonctions, là je vous demande un petit peu d'indulgence, parce que sinon je fais 3 tableaux et on n'a pas le temps. Il faut me croire, toutes ces petites fonctions, démon, théo, on peut les représenter dans l'arithmétique. Vous vous rappelez de la présentation que j'ai fait tout à l'heure de plus, en disant que c'est un petit truc comme ça récursif à la con? Ben, je peux faire la même chose pour démon. Théo, ça va sans dire, puisque le théo, c'est des mots avec un quantificateur devant. Ça ne pose pas de problème, ça va? Le démon, je peux le faire. Et sub, je pourrais faire aussi le petit bout de code qui le fait. Ça va? Je pourrais l'écrire. Des petites équations comme ça. Ça s'appelle les équations de Gödel-Hermann, pas pour rien. Et à l'extrême limite, c'est le tout premier modèle de calcul qu'on ait jamais vu. On appelle ça aujourd'hui les fonctions récursives, au sens large, au sens de notre informatique qui s'appelle elle-même. Mais peu importe. Donc, toute nota bene, je vais le mettre comme ça, pour un résultat, en fait, vous voyez que Gödel le trouve. Démon et sub, c'est un minuscule là, démon et sub, peuvent être représentés. Et démon et sub, elles sont calculables. Alors ça, je vous laisse intuitivement calculables, et réellement aussi. Je ne peux pas définir ça parce que sinon, aussi j'ouvre une telle parenthèse que ce n'est pas un de tableau, c'est tout mon temps de calculabilité, on nous l'a menti. Ça n'existait pas ces notions, c'est eux qui en ont besoin, qui se sont dit. Là, je vous assure qu'on peut y arriver. Donc, vous voyez le petit schéma, ben, ces choses-là, c'est pareil. Et on peut à la fois les représenter, hein, comme le plus, on peut les représenter, mais on peut aussi même se calculer réellement. Voilà, c'est faisable. C'est pas un machin au tableau noir, et après, ben, il existe un truc, mais on ne sait pas du tout comment le calculer. Il y a un jour où mais on ne sait pas.
voyez le maths fou qui, nous on veut des trucs effectifs, on a des trucs effectifs. Vous donnez des valeurs, vous récupérez un ensemble. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Vous donnez 14, 18, vous récupérez 0 ou 1, c'est vrai ou c'est faux. Ça va? L'un est bien la preuve de l'autre. Ou non. Soit c'est vrai, c'est 1, soit c'est faux. Vous vous rappelez, hein, c'est une sorte que démon prend moyen booléen de. On est bon jusque-là, j'ai perdu personne? Ouais. Alors, les portes de la conclusion, nous les avons atteintes, elles vont s'ouvrir. On va procéder en deux temps, battant gauche, battant droite, et se précipiter vers le Graal. On aura construit effectivement une formule qui est vraie et qui n'est pas probable. On est en mesure de construire G. On procède en deux temps. On commence par construire G0. Et puis on construit G. On définit une première formule G0, qui n'est pas la bonne, hein, mais qui permet de construire la bonne de la manière suivante. On définit ainsi deux points. G0. C'est égal par définition à la chose suivante. Elle affirme qu'un certain truc n'est pas un théorème. Forcément, puisque ce qu'on dit, c'est je ne suis pas un théorème. Elle affirme qu'un certain truc n'est pas un théorème, mais elle ne parle pas d'elle-même. Pourquoi? Parce que ici, ouais, vous voyez, en obsession, on a des variables libres. Ça, c'est des occurrences de variables libres. Donc, c'est un bout de code, si vous voulez, hein, le code final, hein, deux occurrences de variables libre. C'est comme si j'étais en train d'écrire x plus y. Le x, il y a le plus, ok, il y a le x et y sont encore indéterminés. Là, c'est ici, par contre, attention, il y a le code qui est mis en dur, vous avez compris? Non, on se réveille, il y a le code en dur. Hein. Si le code de y c'est 392, j'ai mis 392. Ça n'est pas ça. Voilà. Ça, par contre, attention. Hein. Ça, c'est un entier. C'est déjà un entier. Lequel? Le codage de Y. D'accord, il y a une valeur entière. Ça va? Comment on obtient G? On remplace dans G0 des éléments. Par un x. On va la remplacer, mais parfois. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, G0. C'est l'auto-application. Il va parler de lui-même. Oh. Compilateur, c'est pareil. Vous faites un compilateur, il se compile lui-même. En lambda calcul, on verra ça aussi. Vous avez une fonction, elle s'applique à elle-même. Vous voyez, en deux temps. Le compilateur, et hop, il se compile lui-même. La fonction, et hop, elle s'applique à elle-même. Cette notion d'auto-application est très importante, elle est très puissante. Sans auto-application, finalement, ici, il n'y a pas de terme. Et c'est pareil pour les compilateurs qui se compilent lui-même, ou pour le lambda calcul, où effectivement on perd des choses, on perd cette auto-application. Donc ici, on va tout simplement remplacer dans G0 y, qui est une variable libre, en G0. On va substituer dans G0 les occurrences libres. Un 2, hein. Les deux, hein, au nul, hein. Pas trop, hein. Deux occurrences libres de y
par G0, et même, voilà. Et même G0 dièse, hein, parce que là on veut forcer. Par G0 au niveau intellectuel, mais au niveau concret, parce qu'on regarde, on veut arriver à une valeur finale. On obtient quoi? Allons-y. On obtient ce qu'il faut obtenir. Non, Théo, de sub de Y dièse qui ne bouge pas, parce que c'est en dur, hein. G0 dièse. G0 dièse. On obtient quoi? Tout est instancié. Sub fait le boulot. Il y a un entier, il y a un entier, il y a un entier. Il calcule un truc. On obtient quoi? Forcément le codage d'une formule. On va voir ce que c'est. Et ça, c'est donc c'est la formule G. Mais qu'est-ce qu'elle affirme, cette formule G? C'est quoi ce bloc-là? C'est le remplacement dans G0 de Y par G0, au sens, en fait, il y a des dièses partout, on a remplacé des Y par G0. Donc, ça va renvoyer le code de qui, ça? Quelle est la formule code? Ça renvoie un entier. Le code de quelle formule? La bien sûr. Donc, ça, c'est G dièse. Voilà, 18. Voilà. G, elle affirme, je ne suis pas un théorème. Elle affirme la formule de codage. Et il y a son numéro L, n'est pas un théorème. Il n'est pas un théorème qui, moi-même, c'est-à-dire la formule, qui a mon code à moi. Ça va? Ben oui, hein. On a remplacé G0 dans G0, excusez-moi, ça vous renvoie directement par la poste, hein, ça travaille, ça mouline, ça vous renvoie une valeur. C'est quoi? C'est le codage. Ah merde! De moi-même! On a réussi à construire donc je ne suis pas théorème. On va voir ce qu'on fait. Donc, grâce à l'auto-application et au codage, on a une forme de réflexivité. La réflexivité, c'est le jeu. Ah, les gens de l'IA qui rêvent toujours de réflexivité, de méta et de tout ça, ils savent comprendre. Sauf que les outils là ont fait grand-chose pour nous. L'IA n'est pas prouvable. Ouais, c'est ça. Ouais. À part nous construire des systèmes. Oui, alors tu lui donnes 895 000 photos de la tulipe, et après, à 99,5%, il arrive à trouver que c'est une tulipe. L'enfant, tu lui donnes 2 photos de la tulipe, et à 100%, il te dit que c'est une tulipe. On va lui dire, sinon ça fait tout le casse. Ça marche. La force brute marche, c'est pas tous les jours. Mais c'est quand même que la force brute. Hein. Et effectivement, là-dedans, ce qui se passe. Ah, non, ça c'est sûr, c'est perdu à l'horizon. Ah, il se passe des trucs. On est bon? Alors, on a donc construit une formule G qui dit je ne suis pas connu. Et la question, c'est maintenant, cette formule, peut-elle être prouvable? Question. G est-elle prouvable? Toujours pareil, on va tenter. Dans notre monde, dans notre petit jeu axiomatique, notre théorie, qui prétend régler une fois pour toutes l'arithmétique. On va prouver par l'absurde. On va montrer que non. On va montrer que non. Par l'absurde. Supposons, G probable. Dans T. À partir de T, on montre G.
à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a une preuve. Elle a une preuve. Donc, je peux trouver aussi qu'il existe P tel que démon de P, tout simplement, hein, et de G. C'est-à-dire, théorème de G. G guère, si on dit que tout travaille avec les entités. Ah ouais, mais c'est con parce que vous voyez ce qu'on vient de faire. On dit que celle-là, elle était vraie, non théo de G, je ne suis pas un théorème végétien. Voilà, elle est prouvable, mais on vient de prouver aussi. C'est con. Hein. C'est con puisqu'on vient de la prouver, on vient de la prouver elle, mais du coup, ouais, on vient de construire une preuve, donc on affirme ça. On a ça, on a le contraire là-haut, les mecs, il faudrait savoir. Vous avez compris le gars? Contradiction. Dit autrement, la théorie n'est pas consistante. Soit la théorie n'est pas consistante, soit il y a une contradiction. Vous comprenez? Contradiction. Contradiction. Une théorie inconsistante. Hein. On avait supposé qu'elle n'était pas. Voilà. Si on admet qu'elle ne l'est pas, on a une contradiction. Sinon, c'est dommage, mais à ce moment-là, oui, si tu es inconsistante, tu peux tout prouver. Donc, on a ça. On a à la fois T qui prouve théorème de G dièse et T qui prouve non théorème de G dièse, ce qui est con. Elle n'est donc pas prouvable. C'est ça à quoi on arrive, puisqu'on a supposant prouvable, on arrive à une nature. Elle n'est donc pas prouvable. Mais alors, et c'est là le bonus, c'est là qu'il n'y a pas de paradoxe. Si elle n'est pas prouvable, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit la vérité, puisqu'elle dit je ne suis pas probable. Elle assure que la formule de numéro n'est pas probable et que c'est vrai. Donc manque de bol, vous avez compris, hein, en dehors du système de probabilité, dans le système de la sémantique, elle est du côté des vrais, vous saisissez? Elle est en bas, juste en bas, sous la barre, elle est inaccessible. Voilà. C'est qui manque. Elle n'est donc pas probable, mais ce qu'elle affirme est vrai, puisqu'elle dit « je ne suis pas probable ». G n'est donc pas probable. Pareil, dans P. Elle dit donc vrai. Elle est vraie. Elle est. Et elle se situe là. Puisqu'il n'y a pas le choix, il n'y a aucun degré de liberté, où on est faux, où on est vrai. Ici le faux, ici le vrai. Ici elle, coupe en deux, qui met les formules qui sont vraies ici et celles qui sont fausses là-haut. Nous on est là, dans un point inaccessible. Et les théorèmes, donc le vrai est là, le faux est là, et les théorèmes de T, ben ils vont très très loin, hein, c'est tout ça sûrement. Ça c'est les théorèmes de T, mais X, G en fait pas partie. Hein, vous comprenez? Toutes les choses que vous pouvez démontrer, il y en a plein. Il y a peut-être à peu près tout, mais elle n'en fait pas partie. Voilà. Oh, c'est sûr. Là, c'est le petit village irréductible. On a compris? Alors on passe en séquence. On diminue vite fait mal fait, je vous vois le second théorème.
Ça va aller très vite parce qu'effectivement, je vais vous faire la version supersonique. Parce qu'on n'a plus le temps. Le second théorème. D'accord. Je l'énonce tout de suite. C'est un autre jeu. On prend un peu de recul. C'est le problème de la consistance. La consistance d'une théorie, c'est que, vous avez compris, hein, elle n'est pas contradictoire. Il n'y a pas un truc et son contraire. Vous allez voir, il est très simple. Si, alors comment j'avais fait tout à l'heure, une extension pareille, on va faire la même chose là. Une extension T. C'est ça, hein 2, puis 0, c'est ça, hein c'est ça, hein c'est pareil, hein et consistante. Alors, j'ai tout à fait autre chose, c'est amusant. Alors, sa consistance, pas de chance, on va l'exprimer comme une formule de la théorie, non pas pour la prouver. Elle nous échappe elle aussi. Sa consistance n'est pas probable. On peut l'exprimer, hein, c'est ça de la beauté du jeu. Voilà. On a pu rendre compte de la notion de probabilité, on va pouvoir rendre compte de la notion de consistance d'une théorie. Dans cette théorie, une formule énoncera « je suis consistante » finalement, hein. La théorie consistante, pas la formule, mais la théorie consistante, je sais la théorie, non. La théorie consistante, ok. Manque de bol, elle nous échappe. Si elle est consistante, on ne peut pas le prouver, c'est con. Et donc c'est le jeu. Comme ça, vous avez une théorie là. Pour prouver qu'elle est consistante, vous prenez une théorie un peu plus large, avec plus de choses. Parce qu'il faut quand même que je vous explique tout de suite pour que vous jouiez un minimum avec ça, c'est que plus on a des axiomes, et plus on peut prouver des choses. Tout ce qui était prouvable, le reste, et avec nos axiomes, on peut prouver plus. D'accord? C'est extensif comme ça, cette opération. Donc, cette théorie-là, on ne peut pas prouver sa consistance, mais on peut prouver sa consistance grâce à la boîte plus grande. Mais la boîte plus grande, elle comprend plus de choses, donc elle a de plus en plus de chances, vous comprenez, de produire des contradictions, des inconsistances, qui sont à la fois fines. Voilà, donc vous comprenez. Plus vous rajoutez des choses, vous trouvez que le truc est consistant, mais il faut un cadre toujours plus large, où il y a finalement de plus en plus de chances de faire on y est. La réalité, c'est qu'on ne peut pas, vous voyez, bootstrapper et rester sur nous-mêmes et se prouver qu'on est parfait. L'autoconsistance, l'autoprobabilité et la consistance, c'est oui, impossible. En tout cas, dès qu'on parle, vous voyez, de choses à minimum qui ont de l'intérêt. On pourrait imaginer des choses tellement triviales qu'elles s'autoprouvent, hein, mais dès qu'on parle un minimum de plus multiplier 0,45, ça marche pas. Alors on est parti. Le premier point, c'est de remarquer que cons de t peut être défini. Peut-être défini. Cons de t est vrai, sous-entendu dans t. Dans t. Cons de t est vrai si et seulement si t est consistant. Super prédicat, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que c'est un super prédicat? Ok, monsieur, c'est bien. Vous l'écrivez en français, on écrit cons et puis on met entre parenthèses, ça fait sérieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont une formule, hein? Donc, pour l'instant, je n'ai pas vérifié, j'ai construit un prédicat, cons de t, qui affirme qu'une certaine théorie t, ça sera la nôtre, bien sûr, hein, est consistante. Alors maintenant, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce cons de t est une formule qu'on peut exprimer dans t. C'est une formule de notre langage. En effet, on a quoi? On a cons de t qui est vrai. C'est quoi? C'est égal à
C'est égal à quoi là-bas? Troisième rang. Réfléchissez un peu un instant. Qu'est-ce qu'on sait? C'est que quand la théorie est inconsistante, tout est probable. Donc, si elle est consistante, c'est l'inverse. Il existe quoi? Au moins une formule. Donc, un codage, hein, tel que pour toutes les preuves possibles et imaginables. Ben, ouais, vous avez compris. Hein. On peut imaginer toutes les preuves possibles et imaginables, hein, et elles y sont toutes. Vous voyez la beauté du codage et la puissance du truc. Aucune ne nous échappe. Elles y sont toutes. Et aucune n'est la démonstration de elle. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas. Donc il y a au moins quelque chose qui n'est pas prouvable. Voilà. C'est ça qui est consistant. Il y a au moins une formule qui n'est pas prouvable. Parce que quand on est inconsistant, on peut tout prouver. Donc voilà, elle y est votre formule. Elle existe. Sauf que cette espèce de formule de 8 symboles, et c'est le théorème de Gödel, ça c'est la représentativité finalement, l'expressibilité. Hein. On peut représenter dans la notion de consistance. Encore une fois, on a la réflexivité. La théorie peut énoncer, elle énonce là. Mais la construire, le faire, elle ne va pas y arriver. On peut l'énoncer, on est dans la théorie, mais faire la preuve de ça, c'est impossible. Et pourquoi? Parce que par un joli tour de passe-passe, on va considérer, dans les 5 minutes qui nous restent, hein, d'un œil neuf, le premier théorème. On va montrer que 11 de T n'est pas probable. Toujours pareil dans T. La probabilité, c'est toujours la probabilité dans un unique système de preuves, donc je le mets à la fois pour bien indiquer, mais je ne le mets pas trop en évidence non plus, parce qu'il faudrait que je mette en tête. On parle que de ça, on n'a pas 14 000 systèmes. Oh, on a différents sortes, oui, là on a présenté Sion, on a mis le truc, ça n'a pas été, on est parti là-dessus. Considérons d'un œil neuf, regardons le premier théorème avec un peu de recul. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Relisez-le. Relisez-le. Allez fort. Ouais, enfin T. Donc si T est consistant, alors quoi? La consistance, elle peut probable. Alors G n'est pas probable. Ouais, mais l'espèce de corollaire, si je puis dire, c'était qu'il était. Donc, on l'avait vu aussi au passage, c'est pas probable, mais G est vrai. Ça va, c'est vrai, il n'est pas probable, mais il y a aussi le résultat que G est vrai. Ah ouais, mais alors, ça veut dire quoi finalement? En gros, cela signifie. En gros, ça veut dire de maintenir avec du recul. Parce qu'il y a quand même un élément technique. Hein. Mais l'intuition, c'est quoi? Si il y a un si un alors dans le premier théorème, si T est consistant, alors G n'est pas probable, d'accord, mais vous avez insisté plutôt sur le fait de vous rappeler le corollaire, alors G est vrai. Est-ce qu'il y en a un qui va m'expliquer maintenant pourquoi on ne peut pas prouver la consistance de T dans T directement? Pourquoi on ne peut pas? Ça, c'est le premier théorème. Que G n'est pas probable. C'est vrai que tout ça, c'est une vue à vol d'oiseau. Mais ça correspond quand même réellement à ça. Et après, il faut mettre la mécanique et redescendre sur Terre. Ça fait Gödel, page après page. Mais l'idée, elle est là. Et pourquoi donc je ne peux pas prouver cause de T dans T, à votre avis? Qu'est-ce que je pourrais faire, toujours par l'absurde? Si je pouvais prouver cause de T dans T, qu'est-ce que je pourrais? Par l'absurde. Ouais. Si on pouvait prouver cause de T, pareil, dans T, on aurait dans T, on a cause de T,
Et qu'est-ce qu'on en déduirait? Il y a un petit pas à franchir, je suis d'accord. Mais il est léger. Vu d'avion, il n'existe pas ce petit pas. Ensuite, c'est les pages et les pages de. Vous voyez pas une application ici? Pardon? Voilà, on a compris. Si on arrive à trouver cause de t, on a la cause de cause de t, on a ce résultat qui dit cause de t implique g, et on trouve g. C'est impossible, vous comprenez? Vous avez compris? La seule chose qu'il nous faille faire, c'est transformer ce théorème-là en quoi? En quelque chose comme ça. Faire ce théorème dans T, vous avez compris? Non pas un joli métathéorème comme ça de blabla, mais une machinerie de T, c'est-à-dire produire, pour avoir la contradiction que suggère mademoiselle, il suffit de produire T dans T, on peut construire ça. L'exprimer, ce théorème, non pas dans le monde qui est le nôtre, mais au niveau des pâquerettes, vous avez compris? L'obtenir comme dans T, on obtient Gödel, on obtient ce théorème. Ça va arithmétiser, ça s'appelle mettre, rendre dans T, arithmétiser le premier théorème. Dire que lui aussi, on peut à son tour le mettre entièrement dans T. L'idée est que si on pouvait, si on avait à partir de T, cause de T, on aurait T, c'est là où il y a du travail, je suis d'accord. G, et T implique cause de T, donc, à partir de dans G, ce qui est vraiment une contradiction. C'est absurde, parce que c'est impossible. La seule chose qui reste à faire, pour après-demain, c'est ça. Il faut montrer, ça c'est le théorème de Gödel, d'accord, mais sous une forme, montrer que le théorème de Gödel peut rentrer à son tour, peut être arithmétisé et transformé en une suite de formes. C'est ce que fait Gödel, qui se retrouve dimanche et qui repart pour un fois. C'est faisable. Voilà, Gödel l'a fait. Il suffit de transformer, d'arithmétiser, de rendre dans T, de mettre dans T, le premier théorème de la complétude. De l'exprimer avec tout ce qu'on a fait, non pas avec des points de suspension, des pointillés, dont c'est bien que, mais toute la machinerie, j'imagine, toutes les formules et toutes les fonctions dont on a besoin pour faire ça. Il suffit donc d'arithmétiser, c'est l'expression, arithmétiser, d'exprimer dans T, d'exprimer dans T, le premier théorème de la complétude. Et c'est le cœur. C'est ce que Gödel fait. C'est ce qu'a fait Gödel. Reprendre tout le théorème et dire on peut effectivement exprimer tout ça avec un truc qui parle que des entiers, des pour tout, des il existe, et ce truc-là. Rien du tout. Et du coup, il arrive vraiment à ce que le premier et le deuxième sont dentés. Donc on peut. Enfin, l'hypothèse, vous compris, si on a ce truc-là, c'est absurde. Donc on l'aura jamais. Alors, on l'aura jamais, puisque ça, on arrive à la droite. On arrive à la droite, et si jamais on a ça, on a une contradiction. Donc c'est tout. Donc, forcément, on n'aura jamais ce truc-là. Ça va? Puisque sinon, on avait des bêtises. Voilà, je vais vous voler quelques minutes, mais à charge de revanche. Donc, vendredi prochain, promis, on finit un peu avant. Allez.
heureux parce que sinon je vais incendier.